Donc, il nous reste 20 minutes pour prendre toutes les questions. Vous pouvez faire tous les commentaires que vous voulez, partage d'expérience. Qui se lance? Monsieur Rousset? Je vais me lancer. Lance-toi. Il y a un certain nombre ici à faire des expertises judiciaires. Et je voulais savoir un petit peu quand est-ce que vous fixez la date de consolidation, qui est la question qui est posée, qui nous est posée. Donc moi j'ai une réponse, mais je voudrais savoir un peu la réponse des uns et des autres. Est-ce qu'on fait compliqué, très compliqué? Moi, je veux bien répondre parce que on s'occupe de bébés secoués, mais on s'occupe de traumatisme crânien. Et il y a eu un groupe de travail qui s'est réuni en 2001 au ministère de la Justice, mais c'était un groupe de travail interdisciplinaire qui avait été mis en place à la demande de la garde des Sceaux, qui était à l'époque Madame Lebranchu. Et ce groupe a été présidé par Elisabeth Vieux, qui est maintenant magistrate honoraire. Et c'est une dame qui a été pendant 12 ans, je crois, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et pendant 12 ans, elle s'est consacrée à la réparation juridique du dommage corporel. Et l'objet du travail, du groupe de travail, c'était amélioration de la réparation après traumatisme crânien grave. Donc il y a eu un rapport qui a été rendu. Alors malheureusement quelques jours avant un changement de gouvernement, ce qui est pas très bon, c'était en avril 2002. Mais en tout cas dans ce qui avait été préconisé, il y avait par exemple amélioration de la formation initiale, parce qu'on s'était rendu compte que quels que soient les corps de métier, personne n'était formé sur le traumatisme crânien. Il y avait eu, par exemple, constitution d'une liste d'experts à niveau national, et il y avait aussi une mission d'expertise dédiée au traumatisme crânien et dédiée avec la spécificité traumatisme crânien et avec une version enfant. Et ce qui a été dit très clairement, c'est que pour tout traumatisme crânien grave, eh bien, grave ne veut pas dire forcément... c'est ce qui entraîne des conséquences à distance du trauma crânien. Pour tous ces traumas crâniens graves, eh bien, la consolidation chez l'enfant ne doit pas intervenir avant la fin de la 2e décennie. Donc on ne voit pas pourquoi le bébé secoué échapperait à ça. Bien sûr, il est d'autant plus jeune que c'est évident. Oui. Bonjour, je suis Isabelle Dezécure, puéricultrice en PMI. Et je me pose une question. Si on pense que les parents n'ont pas mesuré les conséquences que cela impliquait de secouer par méconnaissance des traumatismes, par exemple quand ils secouent leur bébé et qu'ils sont face après à tout ce handicap derrière, comment on peut arriver à travailler bien avec eux dans la culpabilité qu'ils peuvent avoir d'avoir rendu leur enfant dans un état... Et est-ce que ça a des incidences sur la continuité de la prise en charge? Voilà. Non, mais effectivement, ça c'est vraiment une très bonne question, et c'est la vraie vie, hein, c'est ce qui se passe pour après continuer à... Bon, il y a déjà, au moment du signalement, les soins qu'on va apporter à cet enfant, le diagnostic. Si le diagnostic est finalement pas si compliqué à poser, il faut expliquer ce qu'on va signaler, puis après il y a toute la procédure qui, en termes d'équipe de soignants, nous échappe au niveau, on va dire, plus judiciaire, policière. Et on continue à travailler avec l'enfant dans sa famille jusqu'à preuve du contraire, hein, puisqu'il y a des décisions après de justice qu'on va nous confier, et tout va dépendre finalement des juges et des juges des enfants. Mais après, lorsque l'enfant reste dans sa famille... Je crois que c'est la prise en charge d'un enfant qui a eu un traumatisme crânien grave. Je crois que on va faire cette prise en charge de façon pluridisciplinaire. Vous savez, quelqu'un qui aussi conduit une voiture et va brûler un feu avec un enfant qui va rester polyhandicapé, c'est aussi extrêmement difficile. Donc la prise en charge, elle est pluridisciplinaire. On est aidé par des psychologues, des pédopsychiatres qui vont suivre l'enfant, sa famille, et proposer tout l'accompagnement nécessaire. Il ne faut pas être non plus... il ne faut pas stigmatiser non plus. C'est un enfant qui a un handicap et qu'il va falloir aider au mieux. S'il est dans sa famille, c'est au sein de sa famille. S'il n'est plus dans sa famille, c'est au sein de la structure qui l'accueille. Et je crois qu'il faut surtout repartir de l'enfant, et plus tellement l'histoire après elle est là, c'est sa propre histoire,
c'est l'histoire de ses parents et il faut reconstruire quelque chose avec ça. Mais il ne faut pas laisser comme une espèce de « Ah, attention, lui, il a été secoué, maltraité, donc on ne va pas faire la même prise en charge ». Ce n'est pas vrai. Après, je racontais à mon voisin là, les problèmes d'indemnisation. Moi, il y a une enfant qui a été secouée, qui a gardé des séquelles très, très sévères, dont la maman a avoué. Donc au départ, l'enfant a été placé, puis rendu à sa mère. Et cet enfant bénéficie je parle sous couvert des professionnels, donc du CIVI, c'est ça, d'indemnité. Et en fait, donc, en même temps, moi, je fais des certificats pour l'AEH, pour la PCH, parce qu'elle a quand même quelque chose de très lourd, qui nécessite une prise en charge à domicile. Il y a le fonds d'aide aux victimes aussi qui l'aide, mais la mère, comme c'est elle qui est l'abuseur, participe, donne de l'argent au fonds d'aide aux victimes et qui m'explique, comme ça, à 18 ans, elle pourra toucher ça. Donc c'est une situation, c'est vrai, qui est un peu complexe. C'est pas la situation la plus fréquente dans le suivi de handicap, mais c'est comme ça. Et finalement, cet enfant grandit, sa maman est là, elle s'en occupe. La maman, sans sa culpabilité ou pas, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas psychiatre, c'est pas avec moi qu'elle va travailler ça. Mais en tout cas, elle a reconnu avoir entraîné des lésions chez sa fille. Et vis-à-vis de la société, elle participe au fonds aussi d'indemnité. Voilà. Et bon, l'enfant continue à grandir et elle a les soins qu'il faut et ça se passe pas trop mal, quoi. Mais vraiment, il faut, je crois que les équipes de prise en charge, c'est un enfant qui a un handicap acquis, secondaire à un traumatisme crânien. On le sait, l'histoire est posée, c'est l'histoire de l'enfant. On va l'aider au mieux, quel que soit son milieu de vie. Ne soyons pas obnubilés en se disant oh là là, voilà. Après, bien sûr, il y a des choses qui vont être dites. Je ne sais pas s'il y a des psychologues ou des psychiatres dans la salle qui nous aident beaucoup et qui aident aussi les professionnels parce que c'est pas toujours évident. Même dans les services, quand on voit des enfants arriver qui ont des très graves lésions, pour les soignants, c'est pas toujours évident. Les parents sont là, le signalement n'est pas encore fait ou est en train d'être fait ou a été fait. Voire même des signalements où après, c'est non-lieu, on voit l'enfant repartir, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il est vraiment très abîmé. C'est souvent très compliqué, mais il faut avancer. Je voulais juste rajouter une chose. Ce qui est très important aussi, c'est que dans la prise en charge initiale, ça a été une réflexion qui a été très très difficile à mener avec les équipes soignantes, qui sont au contact permanent. Nous, on est au contact, oui, mais très intermittent, même si on a une garde sur place. Les infirmières sont tout le temps avec les parents, tout le temps avec les enfants. Ça a été extrêmement difficile de mettre au point une prise en charge qui soit neutre vis-à-vis des parents. Et ça, c'est fondamental. Il faut absolument, quand l'enfant arrive, qu'il soit un enfant qui a un traumatisme crânien a priori non accidentel puisque on ne sait pas ce qui lui est arrivé, et que les parents soient considérés comme les parents de l'enfant, quelles que soient les circonstances au départ. Et c'est extrêmement complexe de maintenir ce rapport, surtout quand les choses sont particulièrement, vous pouvez l'imaginer, de temps à autre, particulièrement difficiles à supporter, chez des tout petits, chez des jeunes femmes qui sont pour la plupart également mères de petits. Donc il a fallu mettre au point cette neutralité totale vis-à-vis des parents, quelles que soient les circonstances. Et c'est très important de le faire. Oui, Caroline Ray, je voulais parler de ces enfants qui n'ont pas de séquelles visibles, ce que vous appelez le handicap invisible. Je trouve que ça pose une grave question en expertise et qui rejoint un petit peu le problème de la consolidation. C'est-à-dire que le fait que ces enfants n'aient pas de séquelles visibles fait même mettre en doute le diagnostic de bébé secoué, puisqu'on sait l'importance des séquelles ensuite pour ces enfants, et font qu'ils sont consolidés tout de suite et sans... moi, je trouve que ça pose un vrai problème. Ça, on a un vrai travail à faire aussi au niveau de la prévention pour les droits de ces enfants, parce que c'est catastrophique pour eux. Et plusieurs années après, ils ont effectivement des gros troubles d'apprentissage, des gros troubles du comportement. Moi, je suis frappée par le nombre d'enfants qu'on voit qui ont des troubles du comportement. Alors, ça se voit peut-être pas quand ils ont 7-8 mois, mais bon... Voilà. Bien sûr. Non, tout à fait. C'est l'intérêt aussi du suivi. Et ça, je crois que c'est vraiment le message numéro 1. C'est
Je crois qu'un enfant qui a eu un traumatisme crânien accidentel, ça viendrait à l'idée de personne de ne pas le faire suivre jusqu'à, en tout cas, sa grande enfance, début d'adolescence, c'est-à-dire en gros l'entrée au collège. Pourquoi un enfant qui a eu un traumatisme crânien non accidentel n'aurait pas droit au même suivi? Voilà. C'est la question que nous, professionnels de santé, on doit se poser. Parce que ce n'est pas encore à 100% un traumatisme crânien grave. Il suffit de regarder les chiffres d'hospitalisation et les lieux d'hospitalisation d'un certain nombre d'enfants présentant un hématome sous-dural aigu et des convulsions initiales. C'est donc que là, manifestement, on a du retard sur... oui, c'est grave. Oui, il y a des moyens spécifiques de lutter contre un certain nombre de phénomènes qui vont aggraver les choses. Viviane Schmiss-Berger, avocat. Comme c'est également une partie de mon propos tout à l'heure, et que vous posez maintenant la question du problème de la date de consolidation, je m'interroge, je n'affirme pas, mais je m'interroge sur la possibilité, quand une consolidation a été prononcée trop tôt, compte tenu ou de manque d'information ou de manque de sensibilisation à ce type de problème, quand une consolidation est intervenue trop tôt, sur la possibilité d'ouvrir le dossier en aggravation lorsque on verra ultérieurement effectivement les séquelles cognitives apparaître alors qu'on est passé à côté au moment de la consolidation. Donc une précaution vraiment, c'est réserver cette partie-là pour ouvrir le dossier si toutefois on veut vraiment consolider plus tôt, ce que je ne recommande absolument pas. Bien sûr, c'est tout à fait ça. J'ai tenir compte du côté développemental de l'enfant qui lui est propre. Je voulais un peu revenir sur le handicap invisible et sur la difficulté de suivre ces enfants. Parce que c'est vrai que parmi tous les enfants qu'on a à suivre, les enfants qui ont des tumeurs cérébrales, les traumas crâniens d'autres mécanismes, c'est vraiment une population d'enfants qu'il est très difficile de garder. Il y a beaucoup de pertes de vue. Beaucoup de pertes de vue. Alors dedans, il y a, je pense aussi que les parents, lorsqu'ils sont auteurs, ils ont envie de tourner la page et d'échapper un peu au suivi. Et aussi, pour revenir au handicap invisible, qui est encore plus prononcé, parce que ça existe chez l'adulte trauma crânien, mais c'est encore plus chez l'enfant traumatisé crânien. Mais ce qui je veux dire, un enfant qui est traumatisé crânien, c'est un être en devenir et on ne peut pas le comparer à ce qu'il était. Donc s'il y a eu un traumatisme crânien à 6 mois, et là c'est le cas pour les bébés secoués, on ne pourra pas le comparer, c'est les performances à ce qu'il faisait à l'âge de 6 mois, mais on doit le comparer à ce qu'il aurait dû devenir. Donc c'est bien plus difficile, surtout s'il n'y a aucune atteinte somatique. Parce que c'est facile de mesurer un fessum du genou ou un degré de scoliose, mais un trouble de comportement, surtout à l'âge, à l'adolescence ou à la maternelle, enfin, je veux dire, il y a des moments, enfin très souvent on nous dit mais est-ce que c'est lié à l'accident, est-ce que c'est lié à l'âge, bon. Et ça c'est vraiment ce handicap invisible, je crois que c'est de notre responsabilité de professionnels d'aller au devant de ce handicap invisible, parce que si on le diagnostique pas, on peut complètement se tromper dans la prise en charge. Et par exemple, il y a des parents à qui on peut dire, s'il y a des troubles de l'inhibition, par exemple, dire vous élevez très mal l'enfant. Alors je parle pas du bébé secoué en particulier, mais on peut complètement se tromper, par exemple, sur la prise en charge par les enseignants ou par les parents. Donc c'est vraiment important de diagnostiquer. Bonjour, je suis Warda Ben Khaled, psychologue aux hôpitaux de Saint-Maurice, et je voulais souligner l'importance du suivi à long terme pour ces enfants-là, comme le disait le docteur Touré, notamment par rapport aux troubles cognitifs qui restent souvent silencieux pendant une certaine période et qui sont exacerbés face à l'importance des exigences scolaires, mais aussi sociales, et qui apparaissent vraiment de façon très prégnante, souvent à distance, d'où l'importance du suivi à long terme, et aussi dans des situations où c'est toute la famille qui est mise à mal et où on travaille dans une alliance qui s'est fragilisée forcément compte tenu du contexte. Oui. C'est une question pour Philippe Meyer, parce que ça m'a vraiment profondément heurté, quoi.
quand tu expliques que voilà, si on ne fait rien, si on passe à côté du diagnostic, les lésions vont évoluer et que ça va s'aggraver. Enfin, je veux dire, on porte une responsabilité importante quand même dans le dépistage de ces lésions et surtout également le fait que il vaut mieux être secoué dans le 15e arrondissement de Paris parce qu'au moins on risque d'aller à Necker. Non mais excusez-moi de parler comme ça. Que dans certains endroits où les choses vont être un peu faites à minima. On n'a pas la même réanimation partout, on n'a pas la même prévention des séquelles partout. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer cette prise en charge et cette limitation des séquelles? Est-ce que vous avez organisé un protocole voilà, moi ça... Je crois que nous on fait très peu de choses. C'est pas ce qui compte, c'est pas la réanimation. Ce qu'on fait, c'est qu'on applique les recommandations, tout simplement, qui, je vous le rappelle, datent de 1997. On est quand même en 2013 et on a à l'heure actuelle moins de 20% des enfants qui sont monitorés, par exemple. C'est un tout petit exemple, mais c'est un exemple criant. Donc la seule chose qu'on fait, en effet, c'est d'appliquer un protocole strict de prise en charge d'un hématome sous-dural aigu, dans un premier temps, avec des détresses vitales qui peuvent se poser, classique dans le cadre d'un traumatisme crânien. Il se trouve qu'il est petit, oui, on adapte son monitorage, ses moyens, etc. C'est très peu, ça. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir dire on a raccourci le délai de prise en charge de ces enfants. Je vois plus d'enfants qui ont des états de mal convulsifs. Je vois plus d'enfants qui ont d'emblée une ischémie encéphalique complète. Alors, tout ce travail-là, c'est un travail d'amont qui est la création d'une filière. La filière, on l'a créée de facto en aval, parce qu'on a dit, nous, spécialistes, entre guillemets, intéressés plus particulièrement sur le bébé secoué, on a dit, c'est un traumatisme crânien grave, il y a des gens qui savent faire en réanimation, qui savent faire en neurochirurgie, qui savent faire ensuite en suivi, en neuropédiatrie, etc., etc. Ce qu'on n'a pas fait, c'est la filière d'amont, pardon. Et pour l'instant, ça reste extrêmement difficile, on l'a vu, mais c'est réellement difficile de faire le diagnostic quand ce sont des petites choses. Alors, il y a probablement l'information qui est nécessaire tous les jours, à la fois du grand public, et puis de nos collègues qui soient convaincus que réellement, quand il y a des troubles du comportement, quand il y a des choses qui se passent, on ne se contente pas d'un examen rassurant, d'une palpouillation de la fontanelle. Il faut peut-être, puisqu'on est au XXIe siècle, même si ça irradie, faire des scanners un petit peu plus tôt pour éviter justement de faire le diagnostic trop tard. Bon, moi je ne suis pas du tout pas d'accord. Controverse. Non. Moi, comme disait Michel Rousset ce matin, je trouve que quand même, si on voit ce qui se passe dans les urgences pédiatriques sur l'ensemble de la France, je pense qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui ont de scanners pour une raison X ou Y que ceux qui devraient avoir. On a une super consommation de scanners. On a donc un problème aussi d'interprétation, on l'a dit tout à l'heure pour les échographies, mais aussi parce que parfois on tombe sur des choses fortuites alors que l'enfant... Je m'explique, il y a des enfants qui ont une convulsion fébrile qui ont un scanner. Il y a des enfants qui ont un malaise tout à fait banal, un spasme du sanglot, qui ont un scanner. Donc je crois au contraire que... on les dépiste et les diagnostique quand même beaucoup plus vite, et je dirais même que les retards diagnostiques mènent dans le syndrome de l'enfant secoué pour les jeunes internes. Pour ceux qui prennent les gardes actuellement, c'est le diagnostic numéro 1 d'une convulsion sans fièvre chez un enfant de moins de 1 an. Et on a raté des diagnostics de méningite. Donc c'est complètement l'inverse de ce qui se passait il y a 10-15 ans où tout enfant qui convulsait avait une PL, certainement pour un certain nombre de cas inutiles. Maintenant, ils ont un scanner et on attend 12 à 24 heures. On a eu des exemples, malheureusement, encore de méningite à pneumo qui ont été un peu torpides au départ. On a fait un scanner pour éliminer un sous-dural et puis on a fait trop tard le diagnostic. Donc je crois que, moi je pense qu'on va... Alors après la prise en charge, c'est sûr, mais l'état de mal convulsif, il est quand même lié à... Il commence au moment des secousses, puisque c'est l'anoxoïschémie secondaire aux secousses, à ce traumatisme, et qui s'exprime dans les 24 heures. Ça c'est exactement la même chose que un autre
tableau d'anoxie aiguë, qui est celui représenté, entre guillemets, par la mort subite manquée, ce qu'on appelle le NIRMIS, c'est toujours 24 heures après un état de mal à bascule, parce que le temps que la souffrance neuronale s'installe, c'est pas immédiat. Donc là aussi, c'est le mécanisme physiopathologique qui est aussi extrêmement complexe. Mais c'est pas du tout une controverse, on est complètement d'accord sur tous les points. Ça va, ça non, va. non, non, parce mais que sinon c'était encore la guerre Necker. Ah non, absolument pas. Voilà. Non, non. Ça va. On est d'accord sur tous les points. On est d'accord sur le fait qu'on arrête de dire il a une déshydratation aiguë et 3 mois plus tard on découvre un hématome sous-dural et c'est ça qui est la conséquence. Ouais. Ça, bon, on est complètement d'accord. On est d'accord sur des scanners prescrits pour des raisons. Bon. Ouais. Là où j'aimerais bien qu'on progresse, c'est sur ce qui n'inspire pas justement l'hématome sous-dural et qui fait tout le délai, et qui fait de temps à autre qu'il y a des parents qui amènent leur gamin aux urgences, sachant bien qu'il s'est passé quelque chose très récemment, ça les inquiète un petit peu. Il y a une hypotonie et puis on n'y pense pas assez. On pense sans aucun problème, en effet, convulsions sans fièvre petit, premier diagnostic hématome sous-dural, premier examen scanner, ça on est complètement d'accord. On est au XXIe siècle réellement. Sur d'autres choses, quand les situations sont plus compliquées, qu'il n'y a pas d'histoire, que le gamin est simplement pas bien, oui, on perd souvent du temps. Voilà. Enfin, pour aller dans ce sens, donc maintenant ça fait partie du programme des études médicales, ce qu'on n'avait pas du tout nous, de notre temps. Et l'an dernier, c'est tombé au concours de l'internat, enfin aux ECN, donc il y en a 7500 qui ont planché dessus. Et c'est quand même la question où il y a eu la meilleure moyenne. Donc on peut espérer que les on n'est pas si mauvais que ça quand on en parle. Il y avait des questions de personnes de 80 ans où là les jeunes étaient un peu plus... Voilà. Donc on peut espérer... Je crois que les étudiants, en tout cas au moment de leurs études, premièrement, on a entendu parler, deuxièmement, ont compris en gros, et surtout que c'était grave, parce que ça, je crois. Et puis aussi, il faut bien se dire aussi dans la formation, nous, quand on a été formés plus jeunes, on n'en parlait pas, ça n'existait pas. Moi, je me rappelle très bien, je ne donnerai pas le nom d'un très grand neurochirurgien qui disait... Dans les hématomes sous-duraux de l'enfant, il y en a 60% d'idiopathiques. Et moi, je lui avais dit, mais monsieur, idiopathique, qu'est-ce que ça veut dire idiopathique? Ça veut dire qu'on peut saigner spontanément dans sa tête quand on a moins de 6 mois, mais comment ça se fait? Voilà. Et donc ça, c'était... Bon, il y a longtemps, hein, je suis vieille maintenant, mais... Donc, je pense que les étudiants, en tout cas, dans nos services, voient ces enfants et savent très bien ce que c'est et garderont ça en tête, certainement plus que des maladies beaucoup plus rares. Et voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup moins de retard, qu'on reconnaîtra vraiment. Alors, il y a juste un sujet, je trouve, qui n'est pas abordé et qui est très compliqué. C'est la notion de douleur. On n'a pas parlé de la douleur que ces enfants doivent ressentir. Or, on sait très bien que chez le grand enfant et chez l'adulte, l'une des douleurs les plus horribles qui existent, c'est l'hémorragie ménagée. Et ces enfants ont une hémorragie ménagée. Ils souffrent. Est-ce qu'on les prend suffisamment est-ce qu'on prend cette douleur suffisamment? Je sais qu'il y a eu un travail par l'équipe de Nantes. Je crois Georges Pichereau, je ne sais pas ce que ça avait donné, avait essayé de... Voilà, c'est en cours donc avec un PHRC pour essayer d'évaluer cette douleur. Mais c'est clair que ça, on la prend certainement pas en compte. Et c'est peut-être aussi, il ne faut pas oublier que ces enfants sont fracturés. Dire qu'une fracture chez l'enfant, ça fait pas mal, c'est n'importe quoi. Bien sûr que ça fait mal. Une fracture de côte, ça fait extrêmement mal. Chaque fois qu'il respire, il a mal. Donc, il peut pleurer. Plus il a mal, plus il pleure. Plus il pleure, plus on le secoue. Et, enfin, bon, bref, vous voyez le cercle vicieux. Donc, le côté douleur, je crois qu'il y a aussi quelque chose à faire et à travailler dessus. Oui, Marielle Almusier, cadre de santé à l'hôpital Necker. J'aurais une question pour les gens qui s'occupent de suivre ces enfants, disons à long terme, pour les enfants qui ont des séquelles pas trop graves et qui peuvent poser des questions. Est-ce qu'ils demandent ce qui leur est arrivé? Et qu'est-ce qui se passe ensuite dans la famille? Est-ce qu'il y a la notion de pardon? Est-ce que vous avez un recul là-dessus? Moi, je sais que souvent, les enfants que nous recevons à Saint-Maurice nous sont adressés par Necker, donc soit des atteintes très graves où l'hospitalisation est d'emblée proposée, soit des enfants qui vont mieux et qui retournent à la maison, mais avec un suivi quand même en consultation bien soutenu. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que on essaie toujours de savoir un peu le contexte,
de ce comment mais on n'a pas toujours la réponse. Voilà. Non, mais Pardon. la question posée, c'est est-ce que l'enfant est au courant de la cause de son traumatisme crânien? C'est ça, c'est votre question. Voilà. Oui, Oui, oui. ça, Et comment on vit avec souvent, ça après dans une cellule, enfin dans une structure familiale? Est-ce qu'on peut vivre avec ça? Alors, en fait, c'est un petit peu au cas par cas. Moi, il y a quelques enfants qui ont la notion de traumatisme crânien, qui en parlent. Hein, j'ai en tête un enfant qui a une hémiplégie, qui est à l'école ou qui a une déficité intellectuelle très modérée, donc qui est à l'école et qui dit qu'il a eu un traumatisme crânien tout petit. Voilà, et que c'est pour ça qu'il boite. Après, la cause même, en tout cas, il parle de traumatisme crânien. Après, peut-être dans son histoire, c'est sûr qu'à chaque consulte, on lui demande pas est-ce que tu sais que c'est ton papa, puisque son papa en plus a été avoué, a fait de la prison. Est-ce que tu sais que ton papa a fait de la prison? Pour ma part, ça, moi, je ne lui en parle pas. Moi, je pense que la cause, surtout dans le cadre du syndrome du bébé secoué, n'est jamais évoquée en famille. Voilà, on en discute avec les médecins. En tout cas, de par mon expérience, en tout cas, Moi, j'ai envie de dire qu'on n'en parle pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que ça a été jugé peut-être qu'il y a eu une condamnation, etc. Mais on n'en parle pas du tout. Même dans une consultation de suivi, on n'en reparle pas de ça. On ne reparle pas de ça. Et l'enfant, il n'y a aucune raison pour qu'il soit au courant de ce qui s'est passé. Plus souvent dans les comptes rendus, on parle de... vous savez que là, vous avez depuis le début, on a parlé de syndrome du bébé secoué, mais quand même, il y a d'autres parlent de traumatisme non accidentel, de traumatisme infligé. Tout ça, c'est des termes traumatisme non infligé ou non accidentel. Ça parle moins que de syndrome du bébé secoué. Donc, on n'en parle pas. Et puis, quand on en parle, on emploie plutôt des termes qui sont pas trop faciles à comprendre. Et je pense que l'enfant, il saura jamais ce qui lui est arrivé. Hein. Alors là, jamais. Les parents, il peut arriver que les parents en parlent quand ils ne sont pas à hauteur. Je sais pas ça. Voilà. Je crois qu'on peut pas. Les enfants. Ouais. Excusez-moi. Bonjour, je suis Bernard Serrati, brigade des mineurs de Marseille. On travaille beaucoup avec votre service. Oui. Et nous avons cette chance-là. Par contre, moi, question que je vous pose, est-ce que quand dans le suivi à long terme, après les syndromes du bébé secoué, des administrateurs ad hoc sont désignés? L'avocate là, parce que c'est plus les pédiatres qui interviennent là pour l'administrateur ad hoc. Oui, bien sûr, un administrateur ad hoc doit être désigné. C'est aussi l'objet de mon intervention. Si vous êtes là encore tout à l'heure, peut-être je m'exprimerai plus précisément sur ce sujet, si ça ne vous dérange pas. D'accord. Attendez, Anne-Laurent, Anne, il y a une question là au fond. Allez-y, madame. Céline Tassel, donc fonctionnaire de police à la brigade des mineurs. Donc justement sur le fait que l'enfant qui a été secoué n'apprendra certainement jamais véritablement la raison de son traumatisme crânien. Donc si je comprends bien, c'est un sujet qui va rester un petit peu tabou dans la famille puisqu'on ne devra jamais aborder les raisons exactes de son traumatisme. Je suis là. Ah bah voilà, voilà. Donc ça reste tabou, c'est-à-dire que finalement, même ne serait-ce, enfin mon avis, c'est que là, ne serait-ce que par rapport à l'affiche qui pour moi n'a pas assez d'impact, il faut jamais secouer un bébé, secouer peut tuer ou handicaper à vie. Finalement, par rapport aux parents dès le départ en termes de prévention, on lui fait pas réellement comprendre que c'est un parent maltraitant et violent. Donc on ne peut pas anticiper les choses parce que le parent ou la nourrice, ou la personne qui va secouer l'enfant, ne serait-ce que quand il vient dans le service de police ou de gendarmerie qui va l'interroger, quand il est placé en garde à vue, qu'on lui explique qu'il est là pour des violences volontaires, déjà il tombe des nues parce qu'il comprend pas la raison de sa venue. C'est tout l'impact après la machine judiciaire qui va s'engranger et puis devoir s'expliquer sur la cause de son geste. Pour lui, il n'avait pas, comme tout à chacun, peut-être qui aurait pu se retrouver dans cette situation, on ne va pas avoir conscience qu'à un moment, il a été maltraitant avec son enfant, qu'il a été violent. Donc ça part de là aussi, c'est de se dire à un moment, j'ai été violent avec mon enfant. Donc, alors j'ai été violent, peut-être que je vais tuer mon enfant ou je vais occasionner des dommages graves. Et puis finalement après, donc il y a un suivi médical, il faut penser à tout ça, mais on n'a plus le droit d'en parler.
au sein de la famille où faut pas trop dire ce qui s'est passé. Voilà. Juste sur la phase aiguë, il y a très rapidement une prise de conscience alors, pour nous, c'est impossible de dire c'est lui, c'est elle, c'est l'autre. Encore une fois, dans les 3 ou 4 premiers jours, vous avez vu, c'est une toute petite exception, le fait de dire voilà, je l'ai secoué, c'est 2,5%. Donc ça n'existe pas, quoi, en fait. Par contre, il existe très vite, à partir du moment où l'enfant est en réanimation, qu'il va pas bien, qu'il a un certain nombre de complications immédiates, il existe très vite une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle va se transformer. Alors quand les gens sont parfaitement clairs dans leur tête, mais c'est pas nous de juger non plus s'ils sont clairs dans leur tête ou pas. Quand ils disent c'est chez la nourrice que ça s'est passé, il y a Internet. Ils lisent ça, ils lisent ce qu'on raconte nous, c'est un traumatisme crânien grave. Donc très vite, on progresse vers la possibilité de séquelles. Donc je crois pas que ce soit ça qui les empêche de prendre conscience de la violence de l'acte. Ils ont très vite la notion qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui est beaucoup plus important dans ses conséquences que ce qu'on pouvait penser au départ. Ils découvrent au contraire que leur enfant peut mourir de ce type de problème, quel que soit le perpétrateur. Toute la difficulté après, c'est pour nous de ne pas les orienter sur quelque chose. De ne pas les orienter soit sur le fait que, bah oui, ils peuvent parfaitement donner l'image que eux sont parfaitement clean et que c'est la vilaine nourrice, ou à l'inverse, que ce soit eux qui soient des grands coupables. Il faut pas les guider sur ça, il faut qu'ils fassent eux-mêmes ce chemin. Je crois qu'au bout de 24-48 heures, ils ont la notion que les choses sont gravissimes, que les séquelles vont être très importantes et que les suites vont se juger sur des années et des années. Bien sûr. Que ça puisse se dire avant. Dans l'idéal, oui. Oui. Alors. Oui, mais... Attendez, prenez. Non, mais tout à fait. La question, c'est la prévention, c'est de dire avant le risque de séquelles, le risque de décès. C'est vrai, mais moi, je me rappelle je vais vous citer un exemple, un parent hollandais qui est arrivé, c'est le seul qu'on ait vu, qui est arrivé avec un enfant qui allait directement en réanimation et le père a dit « c'est moi qui l'ai secoué » et qui a apporté une plaquette donc qui est distribuée aux parents en Hollande. Il y a tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire. Il y a des actes de violence contre les enfants, quelles que soient les mesures de prévention, d'explication, à partir de ce qui n'est pas naturel, qu'on le sache ou pas, c'est d'avoir des gestes aussi violents chez un enfant. C'est un tout petit bébé. Même si on dit, je veux dire, tout parent, même sans avoir eu de façon intuitive, sait qu'il ne faut pas être violent avec un enfant. Et ça, depuis la nuit des temps. Donc ça, je crois que c'est quand même ce qu'on fait subir à cet enfant au point de vue force, on ne ferait jamais subir l'équivalent à un adulte. Vous n'allez jamais prendre un adulte parce que vous êtes énervé, le secouer comme ça. Donc je crois que, et ceux qui le font, on sait très bien comment ça se termine. Donc ces petits enfants, bien sûr qu'il faut faire de la prévention, expliquer. Je crois que c'est surtout entouré pour éviter que ça se passe, mais le geste lui-même, après, il devient tellement incontrôlé que dire ne le faites pas parce que vous risquez de tuer votre enfant, il risque de rester totalement handicapé. Ce qu'il faut pas, j'allais dire, c'est arriver à cet état d'énervement autour d'un enfant. C'est surtout ça. Après, le geste, le passage à l'acte, je ne sais pas si un jour on arrivera à l'empêcher. En tout cas, dans la maltraitance, on voit que, quelles que soient les préventions dans ce domaine-là, c'est pas l'explication qui résout tous les problèmes. Loin de là. C'est certainement sociétal et en tout cas, c'est pas nous, c'est très compliqué. Bon, une seule toute petite question, réponse très courte. Alors, Laurence Jacot, éducatrice de jeunes enfants au centre de suivi et d'insertion aux hôpitaux de Saint-Maurice. Moi, je voudrais juste rebondir sur est-ce que c'est abordé avec l'enfant, son histoire. Est-ce que c'est abordé sur le fait que c'est un enfant secoué, donc dans le suivi à long terme. Alors, il y a deux situations. Il y a la situation où il a été secoué par les parents
et où il est encore chez ses parents, et ça je ne pourrais pas vous répondre parce qu'on en a trop peu pour que je puisse vous répondre. Par contre, ceux qui ont été secoués par les nourrices ou ceux qui ont été secoués par les parents mais qui sont en famille d'accueil, nous on l'aborde dans le suivi avec l'enfant et notamment au moment de l'accueil. Et oui, en général, les enfants savent ce qui leur est arrivé dans cette situation-là. Maintenant, on ne l'aborde pas à tous les entretiens et à chaque fois qu'on voit les enfants et les responsables, en tout cas qui viennent avec les enfants. Mais en tout cas, pour la plupart d'entre eux, ils connaissent leur histoire. Et on l'aborde, nous, au moment de l'entretien d'accueil, justement, si on essaye de voir s'ils connaissent leur histoire. Et on s'aperçoit que pour la plupart d'entre eux, ils la connaissent. Dernière intervention. Donc, Vera Pilot, je suis psychologue à l'aide sociale enfance. Je voulais vous poser une question qui se rapproche des deux dernières. Qu'est-ce que vous pensez du risque de répétition de la maltraitance, puisque vous dites qu'il y a un risque qui est très fort avant la prise en charge et avant que le syndrome soit diagnostiqué, et qu'est-ce que vous pensez du risque de répétition après la prise en charge, si justement toute la question de la maltraitance n'est pas prise en charge avec la famille? Même quand, alors la récidive existe, elle existe d'autant plus qu'il n'y a pas eu de diagnostic, ça c'est sûr. Et la récidive existe, elle peut exister en intrafamilial. On a tous des histoires d'un premier enfant signalé, rendu à la famille. La même histoire s'est passée chez un second enfant, avec souvent dans ces cas-là des recherches de maladies X ou Y très rares qui pourraient exister en intrafamilial et qui n'existent pas. Là, ce qui existe par contre, c'est une violence intrafamiliale. Donc avec déjà un signalement, déjà une explication et un petit frère, une petite sœur qui naît, qui va avoir exactement les mêmes symptômes. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile, encore plus difficile pour les soignants qui avaient déjà fait une action de prévention pour l'enfant qui a été maltraité, de voir que malheureusement, très franchement pour nous, ça échappe entre guillemets à tout rationnel. Donc après, il faut voir la psychopathologie de certaines familles et ça pose un autre problème. Est-ce que les enfants doivent évoluer dans un tel climat de psychopathologie? Enfin là, on va très très loin, qui dépasse le cadre de ce colloque. Mais c'est vrai que ça existe. Malgré des signalements très bien faits, avec des mesures où ça, il n'y a pas eu... Il y a aussi une autre difficulté qui est de déterminer le nombre d'enfants qui arrivent au diagnostic avec ce que l'on pourrait estimer des plusieurs épisodes de secouement. Pour l'instant, personne n'a la possibilité de le dire, puisque, encore une fois, vous l'avez vu, tous nos chiffres sont des approximations, des juxtapositions d'expériences personnelles, et qu'il n'y a absolument aucun compte exact. Moi, je serais très intéressé d'avoir ce chiffre-là, de savoir si, dans une cohorte de population, on pouvait déterminer le nombre d'enfants qui sont hospitalisés pour un hématome sous-dural aigu, sur lesquels on découvre en fait que c'est pas le premier épisode. Je pense qu'il y en a beaucoup, intuitivement. C'est quand même, il ne faut pas oublier que c'est une situation de maltraitance et qu'on le retrouve en d'autres circonstances, comme les abus sexuels, comme la maltraitance psychologique, comme les graves négligences. Et là encore, il ne faut pas stigmatiser le bébé secoué comme quelque chose d'à part dans la maltraitance. On est quand même dans un contexte, il ne faut pas l'oublier, de non-bienveillance à l'enfant. Maltraité. Voilà. Terminé. Merci à tout le monde. Merci.